18 septembre 1990. Mahalaya, début des fêtes en l'honneur de Durga. Depuis l'affaire Saddam, on voit les milliards de dollars sortir de toutes les caisses internationales comme les rats dans une inondation. Alors on voit ce qui est réellement en jeu. L'issue, le vital issue, comme dirait le si triste Bush. On se dit, mais le monde est fabuleusement riche et si pauvre. Le seul mouvement favorable, c'est le mouvement du cavalier. Légère flexion des genoux et pression répétée des pieds. Mais c'est très difficile de synchroniser le mouvement du cou, épaule, omoplate, genou, cheville et bout de pied. Et encore faut-il que les deux côtés se meuvent symétriquement. Mais c'est le seul moyen. Il faudrait être comme une algue dans la vague, de foudre. Jusque-là, jusqu'à cette nouvelle matière, il faut bien se résoudre à la peine des corps. Cela semble inexorable, comme la crampe de fer qui déchire mon dos. Mais un jour, ce sera un autre système. Il faut avoir le courage d'aller là, en dépit de tout. C'est comme un robot de fer. C'est la base mécanique des corps. Je n'accepte pas la loi de ce robot. Il faut sortir de l'âge de fer dans le corps, comme sur la terre. C'est probablement la même chose. C'est ta grâce que j'essaie de faire entrer dans cette obscurité et ce mensonge de la terre. 23 septembre 1990. Je mesure toute la douleur de cette loi de fer, mais c'est ou bien la loi de fer, ou bien la loi divine. Et ce sera la loi divine. C'est l'enfer de chaque seconde et chaque respiration. Il faut durer en lettres capitales. Il faut que cette horreur mondiale change complètement. Soir, décidément, la guerre est du très bon business. The Hindu, 23 septembre. Nicosie, 22 septembre. Le président des États-Unis, M. George Bush, a insisté samedi sur le fait que Washington recherchait encore une solution pacifique à la crise du Golfe, en dépit d'une nouvelle déclaration belliqueuse des dirigeants irakiens et de l'expulsion par Bagdad de certains ambassadeurs occidentaux. Mis en italique par Satrem, les négociants du pétrole ont déclaré que l'appel de Bagdad aux Irakiens à s'armer de courage pour des années de guerre faisait s'envoler le prix du pétrole de l'équivalent d'une hausse de 9 ans. Et un ancien ministre du pétrole d'Arabie Saoudite a prédit que les prix pourraient atteindre un nouveau sommet à $60 le baril si la guerre éclatait. Je mesure aussi l'énorme scandale occidental. C'est la guerre des gredins. En anglais, je dirais « the war of the crooks ». Peut-être une fausse guerre, comme un coup de bourse pour faire monter les actions américaines. Mais je doute que Sri Aurobindo les laissera duper et extorquer le monde plus longtemps. Ils ne m'ont pas conduit pendant tant d'années pour me laisser avec ce robot de fer inexorable et inchangeable, infernal. Il doit bien y avoir une solution. Je ne sais laquelle. Cela ressemble étrangement au Frankenstein qui étrangle la Terre. 24 septembre 1990, Indian Express, 24 septembre, Islamabad, 23 septembre. Les États-Unis ont proposé une nouvelle force tripartite composée du Pakistan, de la Turquie et de l'Égypte pour maintenir l'ordre dans le Golfe après le départ de leurs troupes, d'après des sources diplomatiques à Islamabad. Des sources au ministère des Affaires étrangères ont reconnu être au courant d'une telle suggestion, mais disent qu'elle émane d'Islamabad et non de Washington. Les Américains, selon ces sources, ont montré de l'intérêt pour équiper cette force si et quand elle sera levée avec les Arabes qui en ont les moyens.
souligné par Satprem, des observateurs ont affirmé que les Américains se sont rendus compte que leur guerre contre l'Irak durera plus longtemps qu'ils ne s'y attendaient. Ils savent aussi qu'il est possible qu'ils ne puissent pas maintenir leurs forces en Arabie saoudite très longtemps. Ils cherchent une solution de revanche. Et qui pourrait mieux faire le travail que les fidèles pakistanais et égyptiens, ainsi que les forces de l'OTAN, alliées de Washington en Turquie. Que la proposition émane de Mr. Bush ou de Mr. Ishaq Khan, Islamabad semble tout à fait enthousiasmé par cette idée. Islamabad pense qu'elle pourrait et devrait jouer un rôle plus actif dans le Golfe après que les Américains et leurs alliés occidentaux seront partis. Le gouvernement du Pakistan, souligné par Satprem, le gouvernement du Pakistan, selon des sources diplomatiques occidentales, voit la crise du Golfe comme une bonne occasion d'entraîner ses troupes sur les armes américaines sophistiquées. Ces sources affirment que le Pakistan est prêt à envoyer jusqu'à 100 000 soldats dans le Golfe si on lui en fait la demande. Il envoie déjà 5 000 unités en Arabie saoudite dans le cadre de la force internationale. 26 septembre 1990. Les étudiants s'immolent à Delhi. Le gouvernement laïque, entre guillemets, veut faire une Inde des Harijans et des Gundas. Indian Express, 5 octobre. Le PMK organise une grève. Salem, 4 octobre. Le Patalim Makal Kachi, PMK, va organiser une grève dans le Tamil Nadu pour protester contre la décision de la Cour suprême de suspendre les recommandations de la commission Mandal. C'est ce qui a été annoncé par le professeur Ramdas du PMK au cours d'une interview accordée à des journalistes. Le parti a également pressé le gouvernement central de se passer des services des hauts fonctionnaires qui ont critiqué la commission Mandal. Il a décidé d'organiser des manifestations contre les journaux qui ont pris parti contre la suspension de la commission Mandal. Plus tard, les volontaires du PMK ont mené un défilé depuis la statue d'Ambedkar jusqu'à Meyanoor en saluant le Premier ministre pour sa décision de mettre à exécution les recommandations de la commission Mandal et en condamnant la Cour suprême pour avoir suspendu la décision du gouvernement. Mis en italique par Satprem. Pendant ce temps, le comité exécutif du PMK, réuni jeudi à Salem, a voté une résolution selon laquelle tous les brahmanes et baniyas devraient quitter le pays puisqu'ils constituent une menace pour l'intégration. Note de bas de page, baniyas, caste spécialisée dans le commerce. C'est la multiplication de la crasse et la violence partout. Quand les étudiants bougent, c'est un signe. Ils ne savent lire ni les signes ni l'histoire. Charles de Gaulle n'a pas eu raison des étudiants à Paris, ni Sirimavo à Lanka, et les Chinois de Tiananmen n'ont pas fini. 27 septembre 1990. Chaque matin, je me retrouve devant mon robot et je ne sais pas quoi faire. C'est une bataille désolante. Je ne suis pas devant le robot, je suis dans le robot. C'est cela qui peine. C'est le divin qui peine dans un robot. Je ne sais pas quelle est la solution, sauf de se laisser déchirer tant que ça dure. Il a peiné dans toutes sortes d'espèces malencontreuses. Mais les espèces préhumaines étaient sans mensonge, M majuscule. Elles étaient ce qu'elles étaient. C'est l'homme qui a la spécialité d'avoir inventé le mensonge, en plus de son malheur. Au lieu de se servir de son intelligence pour sortir de son malheur, il s'en est servi pour renforcer le mensonge et inventer des artifices.
Et le suprême voudrait tellement être ce qu'il est sur la terre et dans un corps, dans d'innombrables corps, innombrablement lui-même, jouant avec lui-même. Il faut prendre le parti du suprême, c'est tout, quoi qu'il en coûte. Et c'est une grâce de lutter pour lui. Soir, la collerette du cobra. C'est peut-être cela, finalement, le mouvement qui aide à traverser ce robot. Je me suis désespérément battue cet après-midi. Et je suis arrivée là. Heureusement que l'on m'a fait breton. Il y a du bon et il y a du mauvais là-dedans, et on ne sait jamais comment ou si le bon aide le mauvais ou le mauvais aide le bon. C'est comme la navigation au plus près. On se sert du vent contre pour avancer. Mais le principal, c'est d'avancer. Ce soir, le corps est tout déchiré. Je ne sais pas si je m'y prends bien, mais j'essaie de m'y prendre. Et quoi faire d'autre au milieu de toutes ces horreurs? C'est une grâce d'avoir au moins un sens. Je me souviens d'avoir dit à Sri Aurobindo il y a 7 ans, « J'ai beaucoup aimé l'histoire que vous m'avez racontée. » Alors, il y aura une histoire, une belle histoire. 29 septembre 1990. Mon corps est plein d'une hyper-conscience qui sent, voit, touche loin autour et jusque je ne sais où. Et en même temps, il est comme égaré et d'une fragilité ou d'une vulnérabilité si aiguë, presque effrayante, comme s'il allait à tâtons dans un monde de plus en plus obscur et menaçant, lourd et brumeux, qui est pourtant notre monde. On dirait qu'il appartient déjà à une autre matière ou à un autre milieu, sans en avoir encore les moyens. Alors il est tout le temps comme s'il ne savait pas très bien son chemin. On est comme flottant, toutes les apparences d'un vieillage qui pourtant n'a pas d'âge. Et une faiblesse qui est pleine d'une énergie foudroyante. C'est plutôt comme un bébé ou un enfant dans un vieux bonhomme, ou dans un bonhomme du vieux monde. Nuit du 29-30 septembre 1990. Vu 2 choses cette nuit. D'abord, une tombe de ma mère en Inde. Je savais que c'était en Inde. Tombe ou samadhi, de forme presque carrée comme un socle, sans décoration aucune, vétuste et un peu délabrée. Rien de chrétien. Et je me disais qu'il faudrait restaurer ce samadhi. Je me suis penchée sur ce socle et il y avait une sorte de croûte au centre, de forme circulaire comme une craquelure. J'ai soulevé cette croûte et dessous, il y avait des lignes qui formaient un symbole ou des signes, mais je ne saurais plus les décrire. Le tout avait une couleur un peu grise, comme s'il avait subi beaucoup de pluie et l'érosion du temps. Je voulais restaurer cet endroit. Cela m'émouvait. Une autre image. J'étais avec Mère, la grande, toute vêtue de blanc. Nous étions dans un endroit qui était peut-être une cave ou un sous-sol assez exigu. Et je regardais, assez stupéfait, toute une pile de bûches incandescentes qui montaient jusqu'au plafond. J'étais tout stupéfait de voir ces bûches de braise qui touchaient le plafond. D'habitude, la braise est en bas. Et ces bûches gardaient leur forme de bûches bien qu'incandescentes. Je ne voyais pas du tout de flammes. Je regardais le plafond. C'était cela qui m'étonnait. Puis j'ai dit à Mère, sortons. Nous sommes sortis et 1 seconde après, tout s'écroulait. Toutes ces bûches incandescentes s'écroulaient, juste à temps.
En fait, c'était peut-être mère qui voulait me montrer quelque chose. Après, il y a eu une rencontre très intime avec mère. Nous étions tous les deux assis sur un lit tout blanc. Je voulais m'asseoir par terre parce que cela ne me semblait pas bien d'être comme cela au même niveau que mère. Elle m'a dit « Quoi ? Tu veux faire quelque chose ?» Alors je suis resté assis près d'elle et cela m'a rafraîchi le cœur comme après longtemps, longtemps. Soit, en dépit du robot, le corps semble mieux comprendre le mouvement. Il retrouve peu à peu le pilier bien formé du Veda, mais ce n'est pas encore tout à fait au point. Pas au point, cela veut dire des déchirements. Ce sont des milliers de choses à coordonner en une seconde et le robot ne vous rate pas avec ses griffes de fer. Note de bas de page. La simple respiration d'un bébé, ce sont des milliers et des millions de choses qui se coordonnent spontanément et naturellement. Et là, c'est tout le contraire. On n'a pas idée de devenir une nouvelle sorte de bébé à 67 ans. Dans un mois, j'aurai 67 ans. Un mois, c'est loin. Il y a toujours des endroits défectueux, beaucoup, et des mouvements incertains, beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ces bûches incandescentes empilées jusqu'au plafond ? Ce soir, je disais à Sujata, pendant le travail, je croyais que ça passait mieux, et puis je me retrouve plus déchirée que jamais. Humoristiquement, je peux dire que je vais mieux que demain. C'est tout ce robot qui doit changer, à moins qu'il n'y ait un invisible obstacle sous les pieds. C'est peut-être pour cela que je piétine et danse et martèle le sol. Mais alors, si c'était tout ce sous-sol, entre guillemets, qui allait s'écrouler, celui que j'ai vu cette nuit avec mère, à moins que cela n'ait un sens plus général. PS. Ce qui est curieux, c'est que j'ai eu une vision qui s'apparente à celle-ci il y a quelques jours, mais comme à une plus petite échelle. Voici ce que j'ai noté dans mes bouts de vision. Nuit du 25 au 26 septembre. Vu quelque chose de très inexplicable ou mystérieux, bizarre. Un foyer de cheminée où les bûches étaient entassées en croix l'une sur l'autre, en haut du foyer et non en bas. Il me semble que je travaillais à cet entassement de bûches ou que j'en ajoutais quelques-unes. Je ne sais pas comment ces bûches pouvaient tenir toutes seules en haut du foyer. Je me disais, si elles tombent, elles tomberont dans le feu qui était en bas, comme normalement dans les foyers. Je ne sais pas si ces bûches d'en haut brûlaient ou non, je n'en suis pas sûre. Il y a certainement une logique dans tout ça, bien qu'elle m'échappe. C'est la prochaine logique. Les mouettes sont très illogiques pour les petits poissons, et même dangereuses. 30 septembre 1990. Lettre à Colette, note de bas de page, sœur de Satprem. J'ai tardé à te répondre. Tu es toujours si gentille et forte en même temps. Tu sais attraper les malheurs de la vie par ses vilaines cornes. C'est comme la navigation au plus près, on se sert du vent contre pour avancer. J'ai fait cela toute ma vie. C'est fructueux et difficile. Sinon, on tourne en rond et c'est la mort. Pour moi, c'est comme un apophthegme central de la vie. Rien n'est contre, tout va pour. On se sert du contre pour aller vers notre destin secret qui ne peut être que la vastitude et la joie du large. Si l'on ne sait pas se briser à temps, et souvent, on s'enferme dans une tombe précoce.
Ce monde, on est en train de le briser pour aller vers une terre de vérité et non cette infâme pourriture de conscience qui l'étrangle. Je ne sais ce que vous disent vos moyens d'information électroniques et hypnotiques, mais déjà en juillet, je te disais que tout est critique. Il ne faut pas se laisser prendre aux apparences. Il y a un formidable hypnotisme collectif occidental. On voudrait nous faire croire qu'un Hitler islamique menace le monde. Et les défenseurs de l'humanité opprimée se précipitent au secours, après avoir armé jusqu'aux dents et profitablement et chimiquement ces mêmes barbares, entre guillemets. Mais il n'y a rien de tel. Les petits Hitler grouillent partout, et ils ont autant la cravate du business que la barbe islamique. La guerre, les armements, c'est du bon business. Un petit émir dans les sables a des milliards de dollars dans sa banque, et les banquiers du monde entier défendent leur commerce. L'Arabie saoudite achète des milliards et des milliards d'armes américaines et va les revendre aux divers terroristes qui violent et mettent à sang et à feu toute l'Asie, en détail et dans chaque coin. Entre les fondamentalistes du business et les fondamentalistes d'Allah, je ne saurais quel diable choisir. Ce n'est pas une guerre de bons droits de l'homme, c'est une guerre de gredins. De même que les fameuses révolutions, entre guillemets, de l'Europe de l'Est n'étaient pas des révolutions de la liberté offensée, mais des révolutions de la bouffe. Tout le monde veut bouffer, tout le monde veut vendre des dollars dans sa banque et tout le monde veut vendre ce qui est le plus profitable, même si ça tue. L'homme, H majuscule, n'est nulle part là-dedans. Hitler avait sa gueule d'Hitler, parfaitement reconnaissable. Maintenant, tout le monde est masqué et tout le monde triche. Nous ne sommes pas devant les défenseurs des droits de l'homme. Nous sommes devant un trio putride, armement, pétrole, finance. Et tout marche de concert. Tout se recycle et se gonfle ou s'engraisse. Il reste des cadavres. Je ne vois pas un Hitler avec sa tête d'Hitler sur le monde. Je vois un énorme Frankenstein qui étrangle la terre et la viole et la pille au nom de toutes les moralités voulues, bibliques, islamiques ou quelque autre bique sacré. Mais l'homme, où est-il? C'est cette énorme duperie, ce scandale inhumain que l'on est en train de briser, cet énorme artifice occidental. Alors ceux qui survivront, ceux qui ont une âme d'homme véridique, pourront respirer et se mettre à leur vrai boulot humain et créer une humanité au cœur libre, vaste et conscient. Tout va pour cela. Nous allons pour cela, envers et contre tout. Courage et confiance et clarté. S. Octobre. Chronologie des événements mondiaux. 1er octobre. Chine. Un Boeing 737 s'écrase sur l'aéroport de Canton après une tentative de détournement. 120 personnes sont tuées. 6 octobre. Rwanda. Les rebelles qui ont envahi le pays à partir de l'Ouganda s'affrontent durement avec l'armée régulière dans le nord du pays. 7 octobre. USA. Après 10 années passées au cœur du Kenya, l'anthropologue Shirley Strom révèle dans son livre Presque humain que, dans une colonie de babouins, ce n'est pas l'agression qui prime, mais l'amitié. Turquie. L'ancienne députée social-démocrate Bahariye Usyok a été assassinée hier par des extrémistes musulmans. Elle est la 4e victime des fanatiques depuis le début de l'année. 8 octobre. Israël.
À Jérusalem, plus de 20 Palestiniens sont tués lors de graves incidents qui ont éclaté dans l'enceinte de l'esplanade des mosquées. 9 octobre, Irak. Le président Saddam Hussein affirme que son pays est parvenu à fabriquer un nouveau missile d'une portée de plusieurs centaines de kilomètres et appelle à une action arabe pour libérer Jérusalem, prisonnière et triste. Israël. Dans les territoires occupés, la direction de l'Intifada publie une liste de 68 collaborateurs palestiniens qu'elle a condamnés à mort. Elle a été établie par le Fatah, principale composante de l'OLP. 10 octobre, Inde. Plus de 60 personnes sont brûlées vives dans l'incendie criminel d'un train près de Hyderabad. 12 octobre, Égypte. Le président du Parlement, Rifat al-Majoub, est tué dans un attentat. 13 octobre, Liban. Les forces légales et les Syriens déclenchent une offensive contre le général Michel Aoun, qui se réfugie dans l'ambassade de France pour éviter un bain de sang. Des dizaines de ses partisans sont sommairement exécutés. 14 octobre, Koweït. Les soldats irakiens ont vidé l'eau de la citerne de l'ambassade de France, rendant la situation des diplomates extrêmement difficile, d'autant plus que la température tourne autour de 37 degrés. 15 octobre, Afrique du Sud. Le Separate Amenities Act, l'apartheid mesquin, qui interdit depuis 1953 l'accès des lieux publics aux non-blancs, est aboli par le gouvernement sud-africain. 19 octobre, USA. Le budget de la guerre des étoiles est réduit de moitié. 20 octobre, Cambodge. Une cinquantaine de personnes sont tuées dans l'attaque d'un train par les Khmers rouges. 21 octobre, Sri Lanka. La guerre civile a fait plus de 100 morts en 3 jours. 22 octobre, CEE. Les ministres des Affaires étrangères décident de lever les sanctions économiques envers la Chine et l'Iran et d'engager des relations diplomatiques et économiques approfondies avec le Vietnam. 23 octobre, Inde. Le parti bouddhiste BJP retire son soutien. Le parti hindouiste BJP retire son soutien au gouvernement de VP Singh. 24 octobre, Pakistan. L'Alliance démocratique islamique remporte les élections législatives. Le Parti du peuple de Benazir Bhutto subit un sévère échec. 27 octobre, USA. Le président George Bush confirme le renforcement du dispositif militaire américain dans le Golfe, sans toutefois en préciser l'ampleur. 28 octobre, Chine. Selon les résultats du dernier recensement, les Chinois du continent étaient au nombre de 1 133 682 501 au 1er juillet 1990. Les autorités veulent renforcer le contrôle des naissances.